Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons démarrer la matinée par une thématique qui fait partie de la réalité de la Polynésie française et bien de territoires à travers le monde. Votre réalité dans votre salle de classe, en dehors de l'environnement de vie de nos élèves. Le sujet mériterait en soi tout un séminaire, mais en tout cas, surtout avec une dimension internationale. Mais en tout cas, nous, on a voulu quand même le mettre dans notre séminaire, et peut-être surtout parce que nous sommes en RED+. Je laisse la parole à Monsieur Jean Chaumine, directeur de l'ESP, qui animera cette table ronde. Yaorana Yaoto Patoa. Bienvenue à l'Université de la Polynésie française et merci d'être venus si nombreux aujourd'hui pour participer à ces tables rondes. La dimension culturelle est clairement un sujet fondamental dans notre pays. Elle est inscrite dans les programmes et Madame la ministre, ici présente, a réaffirmé son attachement à sa dimension et à sa place dans notre école. Tout cela amène bien des défis, que ce soit dans l'apprentissage de la culture, ou je dirais plutôt des cultures polynésiennes et de leur langue. Nous sommes tous conscients des problèmes que peuvent engendrer l'emploi des langues polynésiennes dans nos enseignements. Mais nous savons aussi que dans pas mal de familles, seule la langue maternelle est parlée. Alors, comment prendre en compte cette dimension culturelle et linguistique pour se mettre au service de la réussite de nos élèves? C'est un riche débat et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir d'éminents experts qui nous viennent du pays, mais aussi de l'extérieur, et qui sont là pour nous partager leurs connaissances et leur savoir sur la question. Alors, je vais les présenter un par un, et un par un, je vais leur demander de venir s'installer. Alors, de la Polynésie française, nous avons la chance d'accueillir M. Ernest Marchal, inspecteur de l'éducation nationale, chargé de la mission culturelle et linguistique à la DG2E, spécialiste de l'enseignement des langues polynésiennes et de la culture polynésienne. Alors, comme second invité, j'appelle M. Jacques Vernaudan, maître de conférence à l'Université de la Polynésie française en linguistique générale et océanienne, expert, entre autres, des questions de l'école plurilingue, que ce soit en Polynésie française ou en Outre-mer. Un regard local va se croiser avec une réalité proche des territoires, imprégnée par deux langues et deux cultures. Alors, pour commencer tout à la fois de culture créole et de culture française, nous venons de la Guadeloupe. Donc, je vous présente Madame Cynthia Freinet. Qui est adjointe au DAZEN et qui nous vient donc de l'Académie de la Guadeloupe. Donc, académie qui s'est penchée sur l'enseignement du créole et qui a développé des réponses et outils pédagogiques. Et enfin, nous venons du pays qui symbolise le bilinguisme français et anglais, d'une culture francophone dans un continent nord-américain fortement anglophone. Donc, je vous présente Madame Rolande Deslandes. Qui est docteur et professeur émérite à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Le déroulement de cette table ronde est la suivante et le suivant. Donc, je vais vous poser des questions
Donc, on fera des interactions avec le public et à la fin, donc, on laissera donc, un temps, je dirais un quart d'heure, de réaction et d'échange avec nos experts. Alors, sans tarder, on va commencer. Alors, ma première question est la suivante. Alors, pourquoi prendre en compte le ou les langues et le ou la culture d'origine des élèves à l'école? Alors, avant de donner la parole donc, à nos experts, est-ce qu'il y a, donc, au niveau du public, dans la salle, est-ce qu'il y a des premières réactions? Donc, rapidement, 2 personnes. Donc, je répète la question. Donc, pourquoi prendre en compte les langues et les cultures d'origine des élèves à l'école? Donc, je vous demande d'être assez bref. Ensuite... Yorana i to tato whare i rei te pepe. Manawa e maewa. Iawawa tatou. Te wira mata mua. Te i mahana o to i te e whauwhaamo to tatou reo i to tatou i sotomo. Quand on était petit, on nous tapait sur les doigts pour parler notre langue, quand on était aux îles sous le vent. Il était strictement interdit de parler notre langue à l'école. Et on ne parlait que lorsqu'on rentrait à la maison, ou alors le soir, ou pendant le week-end, etc. Et grâce à l'école de dimanche, le dimanche, qu'on apprenait et qu'on parlait aussi à apprendre notre langue. Grâce aux églises. Et voilà qu'aujourd'hui, on nous demande qu'il faut enseigner le réo. 2. Lorsque nous avons passé le concours à l'école normale à notre époque, il y avait une commission sur le réo. Aujourd'hui, mawa réo va. 3. Pour passer le concours aujourd'hui, depuis quelques années, le réo est complètement interdit. Et la question qui se pose, alors prenez le truck pour aller en ville. Là, vous rencontrez les parents dans les trucks, les bus. Ils ne parlent même pas en réo, que ce soit pas moutou, marquisien ou réo tahiti à leurs enfants. Pourquoi? Parce que les parents, on dirait aujourd'hui, ont honte de parler leur langue. Et parce qu'ils ont peur que les enfants ne réussissent pas à l'école pour avoir un emploi. Qui dit emploi dit à manger à la maison. Il suffit de visiter Pureima, Oremuma, etc. La situation des familles aujourd'hui socialement est très difficile. Il y en a qui connaissent bien les directeurs d'école, etc., etc. Donc ma question, est-ce que nous, on est en train de parler de la culture réveillée aujourd'hui, si ce n'est pas du cinéma? Je ne suis pas là pour casser, au contraire. J'abonde dans le sens positif s'il faut vraiment construire des projets. L'autre soir, c'était NTV, lorsqu'on est venu interviewer les élèves à l'école VIA. Il y a un élève qui s'est levé et on lui a posé la question. Et qu'est-ce qu'il a répondu? On n'apprend pas le réo, on apprend l'anglais. C'est pas moi, hein? C'est un témoignage. Et lorsqu'on a interviewé les élèves à la cantine, mais la plupart ne parlaient pas le tahitien. Ils ont oublié comment on dit banane en tahitien, meia. Donc voilà ma question. Est-ce que vraiment ce projet, c'est sérieux? Est-ce que ce n'est pas d'abord dans les familles, même si on va travailler à l'école, dans la famille qu'il faut réveiller? N'oubliez pas de parler notre langue. Marus Varoramei Yorana. Maruru, donc je vais laisser la parole à nos experts donc pour cette première question. Je n'ai pas... Ah voilà, très bien. Maruru Maitei Massimo Noteye Wida. Simplement pour... je trouve que la question et l'intervention est très intéressante. Rappeler quelques petits éléments de contexte quand même. L'enseignement des langues et de la culture polynésienne ont été remis, comment dire, réintroduits à l'école dans les années 75. Hein, les premières expérimentations. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
75, c'est à la fois lointain et à la fois récent, à l'échelle du temps, notamment pour ce qui concerne l'apprentissage des langues. Deux, un autre élément de contexte, c'est toujours présent au concours de recrutement des professeurs des écoles, mais avec une note éliminatoire qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui, et des coefficients différents, des attentes qui sont différentes. C'est vrai, il faut le reconnaître. Voilà. Ensuite, on a pu apercevoir, effectivement, nous rendre compte à la télévision, lors des informations, que certains élèves ne connaissaient pas, on est sur du lexique, tout simple, certains termes en langue polynésienne de manière spontanée, interrogés de manière spontanée. Je rappelle quand même que cet enseignement, sur des aspects réglementaires, apparaît dans nos programmes à hauteur de 2h30 par semaine, 2h40 par semaine. C'est énorme, sur 27 heures d'enseignement hebdomadaire. Ceci depuis la toute petite, voire la petite section. Voilà. Effectivement, donc déjà comme élément de contexte, voilà ce que je peux dire, et les réactions d'élèves peuvent effectivement nous surprendre. La question est bien posée. Non, pourquoi? Voilà. Il y a le milieu, ça doit questionner le milieu scolaire, le milieu familial, mais également toute la société dans son ensemble. Voilà. De mon point de vue, eu égard aux attentes de ce qui apparaît, les attentes des programmes, les élèves, là, à cette question, auraient pu répondre de manière assez aisée à ces questions, tout simplement. On était là, on n'était pas dans la classe, je le rappelle, on était à un autre moment, mais les élèves auraient dû répondre de manière assez aisée. Voilà. Oui, Maruru Jean. Ranata topa atoa i te epepei. Maruru orumetua Massimo no tawe wira. Tu révèles, à travers cette question, un paradoxe de notre système éducatif, si on le prend dans la durée, c'est-à-dire qu'effectivement, les parents d'aujourd'hui ou les grands-parents d'aujourd'hui sont passés par un système éducatif où ils n'avaient pas le droit de parler tahitien ou de parler les langues polynésiennes. Et aujourd'hui, ce même système éducatif, alors pas vraiment le même, puisque l'institution a changé, les gens ont changé, mais l'organisme, si vous voulez, l'institution tient un discours inverse et dit il est important de transmettre, de valoriser le patrimoine linguistique et culturel dans l'espace de l'école. Effectivement, ce revirement est paradoxal et c'est pour ça que la question est posée ce matin, parce qu'il faut en parler pour clarifier cet enseignement, les objectifs de cet enseignement. Pourquoi? Alors qu'il y a 30 ans ou plus, il était interdit de parler tahitien à l'école et de parler les autres langues polynésiennes à l'école, et que l'on considérait que c'était finalement parler ces langues-là, se faisait au détriment de la réussite scolaire. Pourquoi aujourd'hui l'institution tient-elle le discours exactement inverse en disant il faut s'appuyer, il faut valoriser ces langues et ces cultures pour favoriser la réussite scolaire? Alors, je pense que c'est une discussion qui doit être... Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui vienne d'en haut et qui vous tombe dessus comme une sorte d'évidence. Vous devez vous-même y réfléchir. Moi, je suis un simple observateur, j'écoute ce que les gens disent, je regarde ce que les gens écrivent, je regarde ce qui se fait dans les classes et j'identifie les objectifs suivants, si vous voulez, les justifications suivantes. La première justification qui revient régulièrement, c'est une justification patrimoniale. Massimo, tu l'as dit, les familles transmettent de moins en moins les langues polynésiennes à leurs enfants. Mais paradoxalement, les familles, quand on les interroge, disent que c'est important, les langues et les cultures polynésiennes. Donc, les familles, si elles ne le font plus, c'est parce qu'effectivement, elles sont prises dans une sorte de contradiction, à savoir, il faut que mon enfant réussisse, donc je lui parle en français. Certaines familles aussi, parmi les plus jeunes, ne se sentent plus légitimes pour parler ces langues à leurs enfants parce qu'ils estiment ne plus les parler suffisamment bien. Et elles se tournent vers l'école pour dire, ben voilà, c'est l'école qui va transmettre parce que moi, je ne sais plus faire. Donc ça, c'est la dimension patrimoniale. L'idée que nous avons un patrimoine linguistique et culturel qui est menacé, et donc que l'école doit aussi participer à la revitalisation de ce patrimoine et à sa transmission. Ça, c'est donc l'objectif patrimonial.
La deuxième finalité qui ressort de ce que je peux lire, de ce que je peux écouter autour de moi, c'est une dimension, disons, davantage didactique, cognitive, si vous voulez. L'idée étant que être exposé précocement à plusieurs langues, c'est un atout pour la réussite. Avoir la chance de grandir dans plusieurs langues quand on est un enfant, et quand l'institution et les familles permettent de structurer correctement ce bilinguisme ou ce plurilinguisme, ça peut être un levier de la réussite. Et ça, tous les travaux en psycholinguistique aujourd'hui convergent vers cette conclusion-là. Mais ça suppose un certain nombre de mises en place rigoureuses dans cette valorisation du plurilinguisme. Donc on pourra en rediscuter tout à l'heure. Donc ça, c'est le deuxième objectif, qui est un objectif davantage cognitif, si vous voulez, en termes de développement intellectuel des enfants. Le bilinguisme au service du développement intellectuel des enfants. Puis je vois un troisième argument qui revient régulièrement. C'est un argument davantage de type socio-affectif. C'est-à-dire qu'il s'agit là de valoriser le déjà là linguistique et culturel des enfants dans un espace scolaire qui va les acculturer, puisqu'il va les conduire vers une culture davantage européenne, vers une langue française qui va être dominante dans l'espace scolaire. Et donc, l'idée, quand on valorise les langues et cultures polynésiennes, c'est de prendre appui, de valoriser ce que les élèves, même parfois très modestement, apportent avec eux dans l'espace de l'école, parce qu'ils l'ont puisé dans leur propre famille. Donc leurs connaissances linguistiques et culturelles. Parfois, ce sont des connaissances, encore une fois, qui sont modestes. Ils ne connaissent que quelques mots, ils ne connaissent que quelques faits culturels. Mais pourtant, c'est à eux. Ça leur appartient, ça appartient à leur patrimoine familial. Et l'école, en s'appuyant sur ce déjà-là, culturel et linguistique, valorise les élèves et renforce leur estime de soi. Et nous savons tous que l'estime de soi est un élément essentiel pour permettre la réussite scolaire des élèves. Donc voilà, je me permettais juste de rappeler ces trois grandes finalités qu'on peut associer à cette valorisation. Mais maintenant, la discussion est ouverte parce que c'est parfois contradictoire entre ce que j'entends à droite et à gauche. D'autres interventions? Alors, j'ai bien aimé l'introduction. Vous voyez, je viens du Québec. Et il faut rappeler que l'éducation est sous la juridiction de chacune des provinces du Canada. Alors, au Québec, à partir de la loi 101, tout le monde doit apprendre le français. Alors, on reçoit beaucoup d'immigrants de l'extérieur et ils doivent passer par des classes de francisation. Et comme je mentionnais hier, il y a certaines ethnies pour qui c'est plus difficile. On va toujours se battre pour garder le français. Un exemple, on disait que finalement le Canada est bilingue, mais dernièrement, il y a eu des élections en Ontario. L'Ontario, c'est la province, juste à côté du Québec. Et M. Ford a été élu et il a éliminé le poste de commissaire francophone. Et les francophones de l'Ontario voulaient développer une université francophone pour finalement donner la chance à leurs jeunes de poursuivre des études et de les garder chez eux autant que possible, parce qu'ils s'en viennent au Québec, entre autres, et puis beaucoup d'entre eux ne retournent pas. Alors, vous voyez, notre premier ministre, Justin Trudeau, est intervenu il y a quelques jours, et de ce que j'ai compris, il serait prêt à donner ou à engager quelques millions pour aider justement les francophones de l'Ontario. Mais on se rend compte, c'est vraiment inquiétant dès le moment, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de francophones dans les diverses provinces. Alors récemment, je suis allée en Saskatchewan, ça c'est une autre province dans l'Ouest, on cherchait les francophones. Et c'est la même chose par rapport au Nouveau-Brunswick, ça c'est sûr, là c'est francophone, mais encore là, ils se battent eux aussi pour garder leur français. Vancouver, vous allez entendre parler français parce que, entre autres, ce qui aide, il y a beaucoup d'immersion en français. Alors, c'est vraiment aidant. En m'en venant à Los Angeles, j'ai rencontré un jeune qui me disait qu'il était tout content de parler français. Et puis, il dit, moi, c'est grâce à mon immersion que j'ai appris le français. Il en était fier.
Donc, il y a ça par rapport au français. Ensuite, je m'en voudrais que de ne pas mentionner ce qu'on a fait finalement à nos Premières Nations, bien avant mon temps. Hein? Et je vous écoutais, puis ça ressemble étrangement à ce que vous avez vécu. On les empêchait de parler leur langue, et ils ont été dans des pensionnats, bref. Hein, je vous en fais grâce, là. Ils ont vécu des horreurs. Mais maintenant, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de les écrire, ces langues-là, pour justement que ça ne se perde pas. Comme nous, à l'Université du Québec, à Trois-Rivières, nous avons reçu, parce qu'ils ont diplômé, des Atikamekw. Et dans un premier temps, ils parlaient seulement leur langue, des futurs enseignants. Et ils ont appris le français. Ils sont maintenant retournés, finalement, dans leur réserve. En passant, souvent, c'est le conseil de bande qui réglemente l'éducation sur les réserves. Alors, c'est en gros ce que je voulais mentionner. Donc, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il faut rester vigilant. Il faut rester aux aguets. Bon, on est fiers d'être un pays bilingue. Merci pour ces premières réponses. Donc, on vient de voir pourquoi l'intérêt pour les langues maternelles. Alors, la deuxième question à se poser, c'est comment? Alors, quelles sont les dispositions mises en place pour prendre en compte ou favoriser les langues et la culture des élèves à l'école, mais aussi dans un cadre plus général, je dirais, dans nos familles et dans la société. Donc, je vais peut-être laisser la parole à une des personnalités extérieures pour commencer. Oui, bonjour. Donc, je ne suis pas une experte en linguistique, mais je suis confrontée évidemment, comme vous, à ce plurilinguisme, à la présence sur notre territoire de la Guadeloupe d'une langue maternelle qui est d'abord le créole, mais de plus en plus, à cause des flux migratoires que nous accueillons. Merci, la Sorrento. Donc, sur ce territoire, nous accueillons maintenant des personnes venant des enfants, des familles qui viennent de toute la Caraïbe. Et comme vous savez, on y parle le français, on y un peu moins quand même que l'anglais, l'espagnol et le créole haïtien, puisque nous avons une très grosse immigration d'origine haïtienne en Guadeloupe. Donc, ce qui fait que notre pays est confronté aussi à cette question du multilinguisme. Mais j'apprécie énormément cette phrase qui dit qu'on ne construit pas le français langue seconde, langue de l'école, sur les ruines de la langue maternelle. Et cette question du déjà là, ce n'est pas moi qui l'ai mise en avant, c'est depuis bien longtemps les linguistes qui ont travaillé sur ces questions d'apprendre le français dans un contexte multilingue s'en sont déjà emparés localement. Alors nous, en Guadeloupe, notre société, elle est un peu comme la vôtre, elle a vécu des phases vis-à-vis du créole. D'abord un déni, un rejet, parce que le statut de cette langue, c'était pas une langue, c'était plutôt un usage pour exprimer des émotions, mais ce n'avait pas de statut de langue, il n'y avait même pas d'écrit vraiment, il n'y avait pas de transmission, à part la transmission orale. Donc il y a eu ce premier temps de déni, il était interdit de parler créole devant sa famille, à l'école. Et puis ensuite, on a eu un moment où la culture et la langue étaient un peu folklorisées, où les gens utilisaient comme argument touristique, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, un grand moment de politique ou politisation, j'ai envie de dire, si je me permets ce néologisme, où on utilisait la question de la langue comme moyen de faire valoir l'autonomie, le nationalisme antillais, guadeloupéen, pardon, plus précisément. Et puis aujourd'hui, passé toutes ces étapes, on est dans une étape où on veut donner à la langue créole, à la culture créole, un statut de langue à part entière. On trouve énormément d'outils qui existent.
l'école, il y a une réappropriation de la culture, il n'est plus question de mettre à l'écart. On peut même entendre des hommes politiques, des enseignants s'exprimer en créole dans des grandes audiences, sans pour cela avoir le sentiment de ne pas maîtriser le français, parce que c'était ça la question, l'interférence entre le créole et le français. L'idée, c'est que utiliser le créole nous empêche de parler correctement français. Ça a vraiment été un peu le statut de cette langue. Et puis, nous avons eu beaucoup de productions, notamment, vous savez que le Gros Cas, aujourd'hui, c'est un patrimoine de l'UNESCO. Donc, ça aussi, ça a permis de redorer le blason de notre culture. Il y a des dictionnaires, des traces, notamment, on écrit sur la danse. Il y a des livres aujourd'hui qui expliquent les mouvements de danse qu'on appelle le Gros Cas. Et donc, il y a vraiment un effort pour repositionner et pouvoir transmettre. Il y a vraiment un travail de transmission de cette culture au niveau de notre île de la Guadeloupe, mais également de la Martinique. Donc, tout ça pour dire qu'à l'école aussi, il y a un texte réglementaire que le ministère a édicté, qui nous permet d'enseigner à part entière, de manière à part égale, le créole. Nous avons quelques classes bilingues, français-créole, et également un temps dédié à l'enseignement du créole qui maintenant fait partie des langues vivantes. On ne dit plus LCR, c'est vraiment un virage important. On n'est plus sur la langue et culture régionale, cette dimension un peu folklore, on est sur une langue vivante régionale. Donc cette avancée, elle est significative. Et vous disiez que les familles, maintenant, commencent à progresser de redonner sa place au créole, mais ce n'est pas si évident. Et c'est vrai que l'enseignement va amener comme disait monsieur, une argumentation pour poser vraiment cette langue comme nécessaire. Du reste, nos nouveaux arrivants, quand ils sont nouvellement nommés en Guadeloupe, ont systématiquement un temps de stage pour apprendre, s'acculturer, connaître le contexte guadeloupéen avant d'enseigner. Donc il y a vraiment un effort de fait. Tout n'est pas fini, il y a encore des résistances, mais il y a de vrais efforts. Voilà. Et au niveau de la Polynésie française, donc, quelles sont les dispositions qui ont été mises en place, donc dispositions institutionnelles? Je ne vais pas rappeler celles que vous connaissez tous déjà, au sein même de l'école, ici, l'enseignement des langues et de la culture polynésienne, j'ai abordé le sujet tout à l'heure, est inscrite au programme à hauteur de 2h30, 2h40 par semaine dans le premier degré, avec des textes qui existent, le cadrage est clair. Sur le plan didactique, pareillement, on a des éléments qu'il nous faut pour pouvoir les enseigner, et qui se rapprochent beaucoup du cadre, qui s'appuie notamment sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Cet enseignement est poursuivi de manière quasiment généralisée en 6e maintenant, ça c'est une nouveauté, en 6e dans pratiquement tous les collèges de la Polynésie française, et puis ensuite ce sont des langues vivantes, LV2, ensuite à partir de la 5e, sont des choix des élèves et des familles pour ce qui concerne les langues et la culture polynésienne. Voilà. Avec une dominante forte sur le second degré, à partir de la LV2, c'est du tahitien, notamment, qui est enseigné à l'échelle de la Polynésie française. Voilà. Petit à petit, on retrouve cette langue, et ainsi de suite, jusqu'au niveau du baccalauréat. Okay. Alors, pour vous laisser le temps en fait, d'avoir des échanges avec nos experts, donc je vais juste te poser donc, une dernière question. Au plan du curriculum scolaire, alors, y a-t-il des mesures prévues pour favoriser le sentiment d'appartenance et d'identité des jeunes et de leurs familles? Alors, ça va de soi, ça fait partie du curriculum. Nous, on a commencé la réforme, l'implantation de la réforme en 2001. Alors, tout le volet culturel est très, très important. Je voudrais juste faire une petite ouverture sur le fait que nous recevons beaucoup d'immigrants, même si notre nouveau premier ministre, qui a été élu il y a 2 semaines, a décidé de réduire un petit peu le nombre d'immigrants qui seront acceptés à 40 000. Mais ce que je trouve formidable, et tout spécialement sur l'île de Montréal, vous savez qu'il
Ils sont très, très nombreux. C'est vraiment pluriethnique. Alors, ils ont ce qu'on appelle des sacs d'histoire à partir de la maternelle et première année, où il y a au moins 10 langues. C'est une histoire qui est traduite en 10 langues et qui rejoint finalement les langues des élèves qui sont dans la classe. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on devait, dans un premier temps, valoriser leur langue maternelle. On parle d'identité pour finalement en arriver, évidemment, à l'apprentissage du français. Alors qu'autrefois, on disait « oublie tout » et on apprend le français. Alors, c'est un petit témoignage, là. Je laisse la parole à mes collègues. Pour revenir encore à ce qui se passe dans nos écoles, au-delà de l'enseignement de la langue, on voit apparaître ici et là, dans nos écoles, enfin, c'est quelque chose d'assez fréquent, mais aussi dans les collèges et lycées, le développement de manifestations culturelles. Il y a une volonté forte d'ailleurs, la ministre insiste sur des journées telles que Ahuru i Toreo, c'est-à-dire où on consacre une semaine, une matinée, une journée spécialement dédiée aux langues et à la culture polynésienne. Donc on voit là aussi beaucoup de danse, de chants traditionnels polynésiens, un accent fort, très fort qui est mis sur cet accent. Voilà. Peut-être, on parle ici d'identité de l'enfant. Moi, ce que je voudrais dire, que de nos élèves, ils se sentent pleinement polynésiens. Leur identité, elle est plurielle ici, et pleinement polynésien. Je trouve qu'on a encore beaucoup de chemin, enfin, de gros efforts à faire pour que cette dimension de l'élève, cette dimension polynésienne de l'élève et identitaire soit pleinement prise en compte dans le cadre des apprentissages de manière générale. Voilà. De Madame la ministre. Bonjour tout le monde. Alors, je suis assise depuis ce matin et j'apprécie énormément le thème que vous êtes en train de débattre ce matin. Et depuis tout à l'heure, ça me démange un petit peu. Et c'est pour ça que je prends la parole. Alors d'abord, bien sûr, que je suis contente d'être avec vous ce matin, chose qui n'était pas prévue puisque j'étais censée être à l'Assemblée. Et heureusement pour nous, tout s'est très bien passé hier soir. Donc, et grâce à ça, je peux être avec vous ce matin. Alors, il est vrai que le sujet de notre langue et de notre culture polynésienne est un sujet primordial. J'ai beaucoup apprécié l'intervention du monsieur de ce matin, que je ne connais pas, que je n'ai pas pu voir du bas, mais j'ai beaucoup apprécié votre intervention, sauf qu'il faut peut-être qu'on reste un peu dans notre cadre et que nous sommes à l'école. Quand j'ai pris mes fonctions, j'ai rencontré, je crois que c'est monsieur Marshall que j'ai rencontré en tout premier, puisqu'il est responsable dans l'éducation de notre langue. Dans tous les établissements, aussi bien du premier degré et du second degré. Je n'arrête pas de le dire que mon point urgent, prioritaire, c'est notre culture et notre langue à l'école en Polynésie française. Je suis passée lors d'une formation au centre de formation de Pirée. Et j'ai encore répété aux référents polynésiens, vous êtes aux Marquises, parlez le marquisien. Vous êtes au Tuamotu, parlez le Paumotu. Parlez vos langues dans vos archipels. Monsieur Vernaudon vient de le dire, on n'a plus besoin de faire d'enquête ni d'études, c'est confirmé. Quand nous sommes bilingues, c'est un atout. Aujourd'hui, en Polynésie, beaucoup d'écoles s'ouvrent, des écoles privées, français-anglais. Certes, on en a besoin ici en Polynésie à cause de nos activités touristiques. Et nos langues polynésiennes, il faudrait peut-être aussi qu'on la développe. Donc, je vous annonce ce matin qu'à partir de la rentrée d'août 2019, nous allons ouvrir une école bilingue français
tahitien. Pour l'instant, les écoles bilingues anglais et français font qu'une partie en français, qu'une partie en anglais. Moi, je demande une école bilingue français-tahitien 50-50. Nous avons aussi démarré déjà une petite réunion avec M. Vernaudan, avec Mérose. Ils sont contents parce que je confirme ce matin que cette école va être ouverte. Par contre, nous allons lancer un appel à candidature. On vient de le dire, il ne faut pas que ça vienne du haut. Ce n'est pas à moi à vous obliger à le faire. C'est inscrit dans les programmes. On doit faire du réo à l'école. Je ne dois pas le répéter. On me demande de faire une note de service pour vous le rappeler. Et les collègues, nos programmes, c'est notre Bible. On me demande de faire 2h30 de réo, faites-le. Surtout, ne venez pas me dire que je ne suis pas capable de le faire. Vous avez tous les outils que la DG2E met à votre disposition, que la DG2E distribue dans vos établissements gratuitement. Je ne maîtrise pas correctement la langue polynésienne. Je peux vous donner des exemples. Beaucoup d'enseignants ne maîtrisent pas la langue polynésienne. À mon sens, ce n'est plus une excuse. Vous avez tous les outils. S'il en manque encore, interpellez-nous, on va vous en fournir. Ce n'est pas un souci. Mais vous êtes tous volontaires, je le sais. Allez-y, éclatez-vous dans vos langues et dans votre culture. On a la chance de pouvoir le faire ici en Polynésie française. Un autre exemple, j'ai des collèges, je ne vais pas citer de nom, il y a des collèges qui rencontrent des problèmes dus à leurs résultats scolaires. Alors moi, ce qui me fait bizarre, je ne suis pas raciste, hein, ce sont des MAD de la métropole qui arrivent et qui mettent en place des projets culturels. Non mais, enfin, je ne sais pas, hein, c'est une interrogation. Et grâce à cette mise en place de ces projets, les résultats sont bons, deviennent meilleurs. Alors nous, Polynésiens, on n'ose pas. Allez-y, osez. Je ne vais pas dire non, au contraire. Ce n'est pas les moyens qui manquent, je vous le dis. Ce n'est pas les moyens qui manquent. Allez-y, lancez-vous, parlez nos langues. Merci. Merci, Madame la Ministre. Merci pour cette très belle annonce que vous venez de faire. Alors, on est un peu pris par le temps, le programme est très chargé. Juste une réaction peut-être ou une question? Vatrehau Yorana. Yorana, jaki te ie. I praprau na tatui o ai te tiau te raha. Te maura ia oe. E o praprau i te ta oi wahiti hone o Jacques. I tia ni atu e ta awha tatui ta tato hora. I ai ni tra mana o tō Marshall, mana o teito te ria. Tra mataiti hitu ahuru mapa, o wau te tahe oro me tua a piroa. Maha ahuru ia maha mataiti te nei. Wai hotu te ria a amu teito. E hari ni tara mana o whaterehau te hinaroro e turu i tara mana o tō oe. Me te me ta awha tatu i ta tatu hapira i te mataiti muri nei. Nen he tatu e praprau. E hare me oe awha i ta autu huaiti. No atu e iri iti. Hare mei te rirei tāna iri. E o ti e haone roa ona. E nū tra parau e, ha tupu i te manuia e roto i tera tamari i maoi. No te mea, oi te tātou i te hapi i te tamari, nā roto i te reo whrani. Me i te roa tātou i te rira. E ere nona te ie parau. E ere no te tamari i te parau rei te reo whrani i roto i tōna utu hawhare, te ie wharerei rata tātou. No tra mo tamari te nanera i te reo. No tra mo me tua te hamara, mi tera i parau i nau ane. No rato te ie rurura. Nen he tātou e tā maunu e te api i tā tātou motomari, no te motomari, no te tuawhare whanau. Ai te whiwhi te rira, tā maunu a tātou iria. Tara raman o tō oe, ai tato mātou mo apotaria e piti, ja?
Hari te vera te apo au tu ano tuaro me o tara mono to o erato. Atre hau apo pu mai te tara mono. O pani tu e tai para para va tere hau e te mohui mana mua e to tatu matahi o Marshall. Irti va hawa o e trana na Paul. Ia o pani. Trapai Paul reo. E hapai o toi o pani ai. Parau atu e o tu e rawe a tau toi horo are ro te mo oro me tu. Hare pato toi tra o pani o. Ai te tata toroto. E warua ino na. Tā tara na uputa ia nen he mātou e amoi tara na whanhora whātere hau. Tia turi au e te awa te pāi muri nei hamatata te chapira matara wahau tara na uputa ia I wahau tu mōru me tuano te tauturu I te in hau ai taime. Maruru, ia mai tai. Jean, laisse-moi juste parler. Laisse-moi juste parler. Alors, j'interviens juste, moi qui étais formé dans le seul UFM de France, qui nous formait déjà à l'époque au bilinguisme, un autre bilinguisme. Je crois qu'on a passé beaucoup de messages, et pour moi, qui suis attaché au bilinguisme, quelle que soit sa forme et quel que soit l'endroit où on est, je suis extrêmement frustré de ne pas avoir compris, je pense, ce qui est des messages forts. Or, dans notre mission, j'aimerais vraiment préciser une chose. On peut bien ne pas parler polynésien ou être de culture polynésienne et pour autant défendre la richesse et la diversité de tous nos territoires de France, d'Europe ou d'ailleurs. Donc je vais demander à ma formidable Ruth de me faire une synthèse ainsi qu'à l'ensemble des conférenciers. C'est aussi une question de respect. Maruru, Yorana. Alors, monsieur, pour faire très court, c'était les mêmes paroles que notre ministre, mais dit à la manière de Jackie. C'est tout. Il n'y a pas à traduire, c'est simplement le même message. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait... Attends, juste pour répondre quand même à Jackie. Non, mais quand il me regarde, est-ce que je ressemble à une Varua Ino? Hein? Varua Ino, c'est mauvais esprit, mais vous, vraiment, quand même. Bonjour. Bonjour tout le monde. On a bien compris que la politique éducative polynésienne était les langues polynésiennes, les langues et cultures polynésiennes. On parle beaucoup de continuité école-collège, du cadre institutionnel, des programmes qui nous imposent ces 2h40 de langue polynésienne au premier degré, voire 5 heures dans certains sites expérimentaux. Comment expliquez-vous le décalage entre le premier degré et le second degré? Ils passent en 6e, ils n'ont qu'une heure de langue polynésienne, de Reo Tahiti, et ça devient optionnel dans les niveaux supérieurs. Comment expliquez-vous ce décalage? Merci. Oh, juste une réponse rapide, et ensuite on terminera en laissant la parole à Madame Frény. Juste pour réagir à vos deux interventions. Premièrement, la question de systèmes qui sont mis en place et puis après qu'on ne retrouve pas, comme ce que monsieur expliquait, puisque j'ai eu la chance d'avoir une traduction en direct. En fait, la difficulté, c'est de faire face à la durée. Nous, dans les classes bilingues qu'on a mises en place en Guadeloupe, on a eu cette difficulté d'assurer la continuité des apprentissages. Et c'est pourquoi l'idée d'une école, je pense que c'est absolument essentiel. Au-delà de ça, c'est aussi la qualité et l'expertise de ce qui est fait. Justement parce que c'est une langue, il faut être précis. Nous, on a pêché parce qu'on a l'impression que comme c'est sa langue maternelle, donc on peut y aller. Il faut monter en expertise également sur sa langue maternelle quand on veut l'enseigner. Ça, c'est fondamental. Il faut monter en expertise sur les arts et cultures de son pays pour bien l'enseigner, bien la transmettre. Donc les personnes qui sont exigeantes vis-à-vis de leur culture, elles la transmettent correctement et ça dure et c'est pérenne. Donc là aussi, nous avons un travail
travaille sur l'expertise dans ces classes bilingues et la question de l'école assure la continuité. Deuxième problème, en tant qu'enseignante, moi je m'y mets et aussi parent, on est face à la mondialisation. Il faut maîtriser aussi les codes qui permettent d'avoir sa place dans la société française, mais plus largement dans le monde. Donc, il n'est pas question de s'enfermer. Prendre ancrage sur sa culture, ce n'est pas s'enfermer. C'est partir du local pour aller au global. Transférer les connaissances qu'on acquiert dans sa culture de base vers d'autres apprentissages. Et c'est là que l'école a son défi. C'est le défi de la secondarisation, c'est le défi de transférer des apprentissages, des connaissances acquises dans le vécu, dans la généralisation. Et c'est peut-être là que nous, peuple, peut-être entre guillemets, de petits, quoique votre pays est loin d'être petit, mais je prends le cas de la Guadeloupe, un petit archipel, c'est vraiment un enjeu pour nous de construire des outils d'expertise et d'amener les enseignants à développer des compétences qui vont bien au-delà de juste la question d'enseigner sa langue. C'est enseigner les langues et donner aux élèves la capacité d'être curieux, mais aussi de transférer leurs connaissances vers d'autres apprentissages. De mon point de vue, c'est une chance, mais c'est aussi un défi pour nous. Voilà. Je vais juste ajouter un mot à la suite de l'intervention de Mme Freinet qui est très précise. Vous comprenez, si on doit aller dans cette voie-là, il faut le faire avec soin et précision. Donc pas se précipiter, ce n'est pas la peine. Le deuxième élément important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'absolument vouloir enseigner les langues polynésiennes jusqu'au bac. Si on réussit à faire en sorte que les enfants sortent du système éducatif de l'école primaire en étant bilingues, voire trilingues, parce qu'il y a toujours l'anglais dans les maquettes, eh bien on a tout gagné. Ils peuvent très bien ensuite, lorsqu'ils arrivent dans le second degré, se concentrer sur de nouvelles langues, renforcer leurs compétences évidemment en français et en anglais, LV2, et dans une troisième ou une quatrième langue, vous comprenez? Donc il faut comprendre que les processus d'acquisition sont très performants entre la naissance et environ 12 ans, si vous voulez, entre 7 et 12 ans. Donc c'est là qu'il faut mettre le paquet pour valoriser les langues. Au-delà, c'est de la consolidation. Mais donc, on n'a pas besoin absolument de voir prolonger le système jusqu'au bac. D'autant qu'au bout du tuyau, on reste connecté sur les diplômes nationaux. Et c'est une bonne chose parce que ça nous permet justement de rentrer dans le système national et le système monde. Oui. Alors, je disais, avant l'annonce de Madame la Ministre, que l'on remercie, juste avant, que je pensais que la dimension identitaire et culturelle de nos élèves était insuffisamment prise en compte, et c'est là justement une réponse à apporter au constat que je faisais. Merci Madame la Ministre. Encore un grand merci à tous nos experts et Maruru no Tautou Faro Ramai. Bien. Alors, je l'ai dit, hein, cette thématique mérite en soi un séminaire. Hein, et je l'ai aussi dit que je vais créer des frustrations pour pouvoir en parler plus encore après, j'espère, dans un autre cadre. Voilà. En tout cas, merci à nos conférenciers. Merci pour vos interventions.